Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. En ce lendemain de fête, je crois que Franck Ferrand n'en a pas tout à fait terminé avec les 60 ans d'Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Je voulais seulement, après ces émissions d'hier, remercier ceux qui en sont les véritables artisans et qui, comme il arrive souvent à la radio, sont un petit peu restés dans l'ombre. Hier après-midi, ceux qui nous ont suivis ont pu remarquer avec quelle maestria les extraits d'archives ont été préparés et diffusés en direct, s'il vous plaît. Et il faut rendre grâce de tout cela à Jean-François Bussière, notre réalisateur au cœur de l'histoire. Et puis, tous ceux qui m'ont félicité pour le beau montage de cette nuit, ces 60 ans d'histoire du monde revisités à travers les archives d'Europe 1, devraient plutôt féliciter Mathieu Blaise, car ce travail d'artiste, eh bien, c'est lui qui l'a fait. On les félicite. Aujourd'hui, vous levez un coin du voile sur le jardin secret des rois de France. Oui, grâce à notre invité Jean-François Saulnon, et en vous proposant, à titre de préambule, d'aller ensemble visiter la résidence très privée de Louis XIV, le domaine royal de Marly. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Dorian sur l'origine des cartes à jouer. Nous allons essayer de satisfaire Dorian après avoir comblé les attentes de Florian, qui lui s'intéresse de près à la vie intime des souverains d'autrefois. À mon avis, ils vont être tout oui l'un et l'autre. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Un jour que sa belle-fille enceinte demandait à être dispensée d'un bal, Louis XIV lui aurait dit seulement, et avec une certaine sécheresse, « Madame, nous ne sommes point comme les particuliers, nous nous devons tout entier au public. » Et de fait, on imagine Louis XIV au milieu des ors et des marbres de Versailles, toujours au sein de sa cour nombreuse, pressante, alors que forcément, comme tout le monde, il avait besoin lui aussi de son intimité. Louis XIV, à partir du moment où la cour s'installe à Versailles, au printemps 1682, va changer d'appartement. Il laisse son grand appartement du nord du corps central pour s'installer autour de la cour de marbre, et puis très vite, dans le prolongement même de ce premier appartement, il va développer toutes sortes de pièces qu'on va appeler l'appartement intérieur du roi et qui sont nettement plus privées. Et puis, pour essayer d'échapper justement à cette cour, à ce tourbillon mondain extraordinaire que pouvait être la cour de France, eh bien, il va se réfugier là où il peut. Alors, c'est vrai que le château de Saint-Germain, notamment le château neuf de Saint-Germain, commençait à passer de mode. Il y avait vécu quand même près de 20 ans avec la cour. Il fait bâtir dans le parc même de Versailles le Trianon, ce qu'on appelle nous le Grand Trianon, qui reste néanmoins un petit pavillon pour y passer une journée, nous dit Stéphane Castelluccio, et puis il va faire bientôt bâtir Marly. C'est Saint-Simon qui le dit. Le roi, lassé du beau et de la foule, se persuada qu'il voulait quelquefois du petit et de la solitude. Il chercha, autour de Versailles, de quoi satisfaire ce nouveau goût. Alors, Louis XIV décide donc la construction de ce nouveau domaine, celui de Marly, avec pour objectif d'en faire ce que nous appellerions nous aujourd'hui une résidence secondaire, tout simplement, nettement plus tranquille que Versailles. Thierry Sarment a même parlé d'un anti-Versailles. Louis XIV, à Marly, recevra les personnalités les plus choisies de son temps. Selon la légende, il aurait dit, mais je n'ai jamais réussi à trouver l'origine de cette phrase, il aurait dit « J'ai fait Versailles pour ma cour, Trianon pour ma famille, Marly pour mes amis ». Je ne pense pas que Louis XIV ait vraiment eu d'amis, mais en tout cas on comprend l'idée, on comprend l'esprit. Et nombreux, évidemment, sont ceux qui voudraient être invités à Marly. Vous imaginez, ça c'est la privauté, c'est le privilège suprême, être admis à l'intimité du monarque, dans ce qu'il y a de plus réservé, de plus privé, de plus particulier dans ces résidences. Le marquis de Bourdonnais, je le prends comme exemple, veut aller absolument à Marly. Il sait évidemment que le roi a tout choisi lui-même sur place. Le lieu a été choisi par Louis XIV dès 1678. Il est situé à 6 de nos kilomètres au sud de Saint-Germain-en-Laye, à 8 de nos kilomètres
kilomètres au nord de Versailles, donc on va dire quasiment à mi-chemin de Versailles et de Saint-Germain. C'est un endroit d'où la vue est extraordinaire, mais ça n'a été que gagné sur la nature. Voilà ce que nous dit Saint-Simon, je le cite. Le roi trouva un vallon étroit, profond, à bords escarpés, inaccessible par ses marécages, sans aucune vue, enfermé de collines de toutes parts, extrêmement à l'étroit, avec un méchant village sur le penchant d'une de ces collines qui s'appelait Marly. Cette clôture sans vue, ni moyen d'en avoir, fit tout son mérite. L'étroit du vallon, où on ne pouvait s'étendre, y ajouta beaucoup. Il crut choisir un ministre, un favori, un général d'armée. Ce fut un grand travail que de dessécher ce cloaque de tous les environs qui y jetaient toute leur voirie et d'y rapporter des terres. L'ermitage fut fait. Alors on reconnaît là évidemment une fois de plus la mauvaise nature d'un Saint-Simon qui a la dent dure avec son roi. Il n'empêche que Marly n'était pas si mal choisi, et quand on est aujourd'hui encore sur la terrasse qui domine l'Abreuvoir au premier plan et qu'on jette un œil assez embrassant vers la vallée de la Seine, on se rend compte que les lointains bleutés y sont tout simplement magnifiques. Ce Marly va être bâti en 7 ans. Simplement, on n'y invite pas grand monde. Dans tout le règne de Louis XIV, on estime à environ 1000 personnes le nombre des privilégiés qui ont pu être admis à l'intimité du roi. Vous imaginez, 1000 en tout, dans tout le règne. C'est vraiment très peu de monde, hein. C'est une toute petite élite. Il faut vous dire que le mérite extraordinaire de Marly aux yeux de ceux qui ont la chance incroyable d'y être conviés, c'est qu'on n'y respecte pas l'étiquette. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que d'un seul coup, vous n'êtes plus obligé de faire les 3 révérences avant de sortir de n'importe quelle pièce où se trouve le roi ou la reine. Enfin, de toute façon, en l'occurrence, il y a bientôt plus de reine. Vous n'êtes pas obligé de retirer évidemment votre chapeau dès que se présente le roi ou un des princes du sang. Vous n'êtes pas obligé de respecter le parler à la 3e personne, etc. On est à Marly quasiment comme dans une propriété privée, comme dans un château de province d'une certaine manière. Le roi sort, tout le monde garde son chapeau sur la tête. Pour les gens qui étaient là, qui étaient invités, ça devait être tout simplement extraordinaire. Voilà ce que nous dit Sourche devant la foule de gens qui venaient importunant le roi dans un aussi petit lieu que Marly. Il défendit que personne y vint sans lui avoir demandé la permission, donnant par là exclusion aux gens de moindre étoffe qui n'osaient la lui demander, en ne la refusant à aucun homme de condition. Ça, c'est vraiment, on imagine à quel point ça crée l'envie d'y être, l'envie d'en être. Évidemment, petit à petit, on verra le protocole, si je puis dire, évoluer un peu. Dans un premier temps, en tout cas, il faut absolument se présenter pour venir à Marly. Alors, se présenter, c'est-à-dire que les dames doivent se trouver au souper qui précède le départ du roi, et se mettre, si je puis dire, en arc de cercle, et le roi choisit parmi les dames celles qui viendront. Il dicte leur nom à un garçon bleu, c'est-à-dire un des garçons de la chambre. Quant aux seigneurs, alors c'est encore plus humiliant. Eux doivent se poster sur le passage du roi, notamment lorsqu'il se rend le matin à la grand-messe, et ils doivent mettre un genou à terre en demandant « Sire Marly ». On appelle ça se présenter pour Marly. Évidemment, comme il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, certains mettent souvent le genou à terre sans avoir jamais la satisfaction d'être récompensés. On se précipite. Généralement, le roi part le vendredi en fin de matinée, il rentre le lundi en fin de soirée, et on se précipite le lundi matin dans la galerie pour voir justement la liste de ceux qui sont conviés. Et évidemment, rares sont ceux qui ont la satisfaction de voir leur nom inscrit sur cette liste. Le roi, par principe, refuse à Marly les ambassadeurs en séjour en audience. Il préfère, les ministres n'y viennent que très exceptionnellement et seulement lorsqu'ils sont convoqués. Parmi les seigneurs et les dames invités, on privilégie la noblesse d'épée, c'est-à-dire la vieille noblesse de cour, de préférence à la noblesse de robe qui n'est admise que vraiment, j'allais dire, du bout des lèvres. Quant aux artistes, par exemple, à tous les architectes, etc., ils ne sont pas admis à Marly, sauf convocation expresse du roi.
Donc vous voyez qu'on est vraiment entre soi. On est alors vraiment, si le terme d'entre-soi a jamais trouvé son lieu d'élection, c'est bien en Marly. C'est vraiment ça. Le seul artiste qu'on va y voir assez fréquemment, c'est l'historiographe du roi, parce que Madame de Maintenon l'apprécie beaucoup et qu'il a l'art de relever les conversations en fin de soirée, c'est Racine. Et bien entendu Racine jusqu'à sa disgrâce, puisqu'ensuite on ne le verra plus. Alors, le monarque, en revanche, veut distinguer un certain nombre d'invités. Nous allons voir dans un instant que lorsqu'il veut faire une grâce, il ne peut mieux trouver que d'inviter à Marly. Symphonie pour les soupers du roi, composée par Michel Richard Delalande. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Louis XIV à Marly. Alors, Stéphane Castelluccio nous dit « Avec les voyages à Marly, Louis XIV sut tirer parti de toutes les ressources de la vie de cour et des ressorts de la vanité humaine pour faire d'un lieu enchanteur un instrument de pouvoir dont la force et l'efficacité ont longuement marqué les esprits. » C'est ça l'idée. Louis XIV veut faire de Marly, de l'invitation dans sa petite résidence du Petit, parce que c'est évidemment à côté de Versailles, c'est modeste. Il veut faire de l'invitation dans ce petit château, dans ces pavillons extraordinaires. Je vais vous décrire les lieux dans un instant. Il veut en faire une récompense d'une certaine manière. Un jour, il dit au maréchal de Villars, grand personnage qui a sauvé à 2 reprises la monarchie, vous savez, il lui dit « Vous avez, monsieur le maréchal, demandé d'aller à Marly ?» « Moi ? Oh, je suis bien éloigné d'oser prendre cette liberté, sire, répond le vieux maréchal. Et moi, monsieur, je vous soutiens que vous l'avez demandé. Ah, je comprends. Eh bien, puisque vous m'en assurez, admettons que j'ai demandé, dit le maréchal de Villars. Une autre fois, alors ça on connaît cette histoire évidemment parce qu'elle a été beaucoup racontée, on est en mai 1708, vraiment à la fin du règne de Louis XIV, et les finances royales sont en tellement grande difficulté qu'on a besoin du secours d'un certain nombre de financiers privés pour prêter à la couronne. Et parmi eux, il y a un très puissant banquier, Samuel Bernard, dont le nom vous indique assez qu'il était juif. Vous imaginez bien qu'il n'avait ordinairement pas ses entrées à la cour. Mais Louis XIV se dit qu'il a vraiment besoin d'argent. Alors Paris vaut bien une messe et le trésor vaut bien un Marly. Il convie Samuel Bernard à Marly et il lui fait toutes les politesses des lieux. Saint-Simon écrit « J'admirais, et je n'étais pas le seul, cette espèce de prostitution du roi, si avare habituellement de ses paroles, à un homme de l'espèce de Bernard. Je ne fus pas longtemps sans en apprendre la cause, et j'admirais alors où les plus grands rois se trouvent quelquefois réduits. » En l'occurrence, Louis XIV avait fait tous les honneurs de Marly à Samuel Bernard, comme il les faisait à ceux qui avaient donc le privilège d'être invités. Alors imaginez notre petit marquis, là ça y est, il est enfin invité. Et il découvre ces lieux extraordinaires. C'était un endroit tout à fait magnifique, avec d'abord ce pavillon central, ce pavillon royal, qui était avec 4 appartements au rez-de-chaussée, 4 grands appartements pour le roi, son frère, sa belle-sœur, son fils, et qui étaient disposés autour du grand salon central, qui était un salon octogonal, qui lui s'élevait sur l'espace des 3 étages du pavillon, et puis, enfin des 2 étages et demi, devrais-je dire, et puis devant la terrasse de ce pavillon royal, des pièces d'eau, une sorte de grande pièce d'eau centrale, et de part et d'autre de cette pièce d'eau, 12 pavillons, 6 de chaque côté, des pavillons dans lesquels on pouvait résider très commodément, bien entendu. Donc on avait des appartements qui étaient assez intimes, mais en même temps très commodes, et vous imaginez le plaisir de se dire « j'habite un des 12 pavillons », encore je dis 12 pavillons, il y en a 2 qui étaient occupés par les globes de Coronelli, donc j'habite un des 10 pavillons réservés par le roi de France à ses invités. C'était incroyable. Quant aux princes et aux princesses, eux vivaient dans un autre pavillon un peu à part, tout près des communs, parce que bien entendu, on faisait excellente chère à Marly. Et quand je dis excellente chère, ce qui était extraordinaire, c'est que on était assis à la table même du roi et des membres de la famille royale. Habituellement, à Versailles, Louis XIV prenait ses dîners, c'est-à-dire les repas de la mi-journée, seul,
assis seul devant la cour qui venait assister debout au repas. Et puis le soir, il les prenait avec sa famille restreinte, ce qu'on appelait les soupers au grand couvert. Mais le roi ne soupait pas à table avec ses courtisans. Eh bien, à Marly, si. Le roi préside une table, Monseigneur le Dauphin en préside une seconde, le frère du roi, tant qu'il est en vie, en préside une troisième, et ces tables sont installées gentiment dans le grand salon de Marly. Et ensuite, on débarrasse les tables, on joue exactement comme si l'on était dans une maison de campagne. Et on est avec Louis XIV, vous imaginez ça? Alors, Saint-Simon raconte des anecdotes extraordinaires, notamment, il dit qu'un jour, une certaine Madame de Rupelmonde avait été invitée avec son mari à Marly. Elle n'était pas très distinguée, semble-t-il, et surtout, elle avait un maître d'hôtel qui, lui, ne l'était pas du tout, et qui se permet un jour, pour une raison familiale, de venir déranger Madame de Rupelmonde sur place à Marly. Et l'on a vu, et Saint-Simon dit, il présente ça comme un véritable suicide mondain, il dit qu'elle ne s'en est jamais remis et qu'elle n'osait même plus paraître à la cour. On a vu l'un des huissiers s'avancer dans le salon devant le roi, devant la dauphine, etc. et annoncer: Madame de Rupelmonde, il y a votre mari dehors qui demande à vous voir. C'était vraiment le scandale terrible. Mais c'est pour vous dire qu'il y avait une espèce de bonhomie à Marly qu'on ne trouvait évidemment nulle part ailleurs. La princesse Palatine, la belle-sœur du roi d'ailleurs, s'en plaint. On ne sait plus du tout qui l'on est, dit-elle. La duchesse de Bourgogne va-t-elle se promener? Eh bien, elle donne le bras à une dame et les autres marchent à côté. On ne voit donc plus qui elle est. Ici, au salon, tous les hommes sont assis devant monsieur le dauphin, quelques-uns même étendus, tout de leur long sur les canapés, jusqu'aux frotteurs. C'est-à-dire là, on parle vraiment des petits domestiques qui jouent aux échecs dans l'antichambre. Non, dit-elle, ça ne ressemble décidément plus à une cour. Elle n'a jamais compris, la princesse Palatine, le principe de Marly. Ce qu'elle a bien compris en revanche, c'est la splendeur des lieux et notamment, au-delà de la somptuosité choisie et discrète des décors et des bâtiments, l'invraisemblable splendeur des jardins. Les jardins de Marly, c'était une véritable dentelle. La densité des jardiniers y était 10 fois plus grande qu'à Versailles même. Donc vous imaginez qu'on faisait des parterres de broderie, on taillait les arbres comme des parasols. Enfin, tout ça était absolument divin. Et puis à Marly, contrairement à Versailles, on avait l'eau en abondance, grâce notamment à la fameuse machine. Et donc, ça c'était tout à fait inouï. On avait des fontaines jaillissantes, une cascade absolument extraordinaire. On vivait au milieu des eaux, ça devait être un véritable paradis. On chasse ici dans le plus bel endroit du monde, écrit la Madame Palatine, car le parc de Marly est un véritable jardin, et là elle ne parle pas seulement des jardins même, elle parle du parc, de la forêt giboyeuse. En ce moment, toutes les haies sont en fleurs et parfument l'air. Avec cela, les rossignols et les autres oiseaux chantent si bien qu'on s'y console parfaitement. On dirait que ce sont les fées qui travaillent ici, comme en écho à mes pensées, dira-t-elle. Et puis alors on s'amuse, parce que sur les hauteurs de Marly, on a installé l'ancêtre de nos montagnes russes, vous savez, on appelait ça la ramasse ou la roulette. C'est une espèce de char qui descendait sur une glissière savonnée et qui permettait d'aller très vite. Ça faisait rire beaucoup, notamment le dauphin. Voilà ce qu'écrit Dangeau dans son journal au 20 décembre 1696. Le roi mena la princesse, c'est-à-dire la duchesse de Bourgogne, sa petite-fille par alliance, l'emmena dîner à Marly. Monseigneur y alla avec le roi et après dîner, c'est-à-dire l'après-midi pour nous, il mena la princesse à la roulette et de la roulette, il partit pour coucher à Meudon où il demeura jusqu'à dimanche. Le roi se promena jusqu'à la nuit dans les jardins de Marly et ramena dans son carrosse toutes les dames de la princesse. Vous voyez qu'il y a une bonhomie, il y a une joie de vivre. On est à Marly, tout simplement entre soi. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Louis XIV et de quelques privilégiés, on l'a bien compris, dans son château de Plaisance à Marly. Il faut imaginer ce joli château. Il n'y a pas de dorure à Marly. Ce ne sont que des peintures blanches et des lacs, vous voyez. Donc on est quand même dans un décor beaucoup plus comment dirais-je, plus confortable, plus normal, sauf dans le grand salon octogonal a des boiseries dorées, mais c'est la seule chose. Et puis il faut imaginer une profusion de vases extraordinaires, de porcelaine, de Chine, de Perse, des Indes, des tapis incroyables, partout des chiens qui circulent en liberté dans la maison. Il y a même des perroquets dans la suite de la duchesse de Bourgogne, etc. Et puis dans les bassins,
le roi fait installer des carpes qui sont parmi les plus célèbres d'Europe parce que ce sont des carpes énormes et qu'il fait peindre et parer de joyaux. Vous imaginez ça? Alors évidemment, la peinture, je me rappelle avoir découvert ça dans l'Allée du Roi de Françoise Chandernagor, la peinture des carpes les fait crever, forcément, mais le roi ne comprend pas pourquoi ces carpes passent leur temps à mourir, mais simplement parce qu'on a voulu les peindre aux mêmes couleurs que les porcelaines des bassins. Enfin, vous imaginez le raffinement de cet endroit, tout simplement extraordinaire, avec beaucoup de jeux. On joue au billard, on joue au trou madame, on a des mailles sur lesquelles on joue à l'ancêtre de notre croquet, si vous voulez. On s'amuse, on se détend, on est en week-end, si j'ose dire. Alors il y a des marlis thématiques, des marlis de chasse, où le roi n'invite évidemment que de bons tireurs, des marlis de jeu, et là on y dépense des fortunes qui sont tout simplement indécentes, des marlis de danse, alors beaucoup de dames aux marlis de danse, bien entendu, des marlis de dames, tout simplement. Alors là, il n'y a pas beaucoup de dames, il n'y a que des dames. Il n'y a d'hommes, il n'y a que le roi et les quelques princes de sa famille. Il y a des marlis de guerre, alors là, effectif réduit. Des marlis de deuil qui seront très longs, notamment après la mort du grand dauphin. En 1710, le roi va vraiment s'installer pendant plusieurs mois d'affilée à Marly. Des marlis de carnaval, des marlis de tombola. Alors quand on invite les couples hommes et femmes, on appelle ça des marlis à cheval. Allez savoir pourquoi. On parle aussi de Marly Bourgogne. Alors les Marly Bourgogne, c'est la duchesse de Bourgogne, donc la petite fille par alliance du roi, qui est un peu la lumière de la vieille cour, de cette cour finissante, crépusculaire du grand et du vieux roi. C'est Marly Bourgogne, c'est la duchesse de Bourgogne qui fait tout simplement les invitations elle-même. Vous imaginez évidemment tous les fantasmes, tous les rêves que cet endroit a totalement fermé au public. Vous savez que les résidences royales étaient ouvertes au public, que le public avait le droit de se promener dans tous les jardins, même à Trianon, mais pas à Marly. À Marly, c'est fermé, bouclé. À 2 reprises dans le règne, le roi va autoriser le public à entrer dans les jardins, mais c'est très exceptionnel. Donc ça fait rêver, bien entendu, on imagine toutes sortes de choses. Ça va durer, ça, sous la Régence, bien entendu sous le règne de Louis XV, car on parle toujours du Marly de Louis XIV, mais il faut savoir que Louis XV y a fait, notamment la reine Marie Legzinska, aimait y faire de longs séjours, même si Marly n'a plus du tout le prestige qui était le sien du temps de Louis XIV. D'ailleurs, du temps de Louis XV, les Marlys sont ouverts, c'est-à-dire que le public, en tout cas le public, les courtisans peuvent venir de Versailles l'après-midi à Marly, donc ça gâche un peu le plaisir. Sous Louis XVI et sous Marie-Antoinette, on peut dire que Marly est en train de tomber. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'après la Révolution, je dis bien après la Révolution, on est à l'époque de la Restauration, le parc et les bâtiments vont être vendus et ça va servir de carrière, enfin ça va être vendu pour faire ça va servir quasiment, la personne, enfin les frères qui achètent Marly vont vendre toutes les ferronneries, vont vendre les ardoises des toitures, vont vendre les céramiques, vont vendre jusqu'aux pierres même des bâtiments, on détruit tout, on démolit tout, et quand vous vous promenez aujourd'hui à Marly, pendant très longtemps Marly était une dépendance de la présidence de la République et depuis quelques années ça fait partie du Grand Versailles. Quand vous vous promenez aujourd'hui à Marly, vous avez évidemment le relief, vous avez les lieux, vous avez le parc lui-même, vous avez le dessin des bassins, des fontaines, des allées. Vous pouvez imaginer les différents pavillons parce qu'il y a encore leur fondation, mais c'est tout. Tout ça n'est devenu maintenant qu'une sorte de parc fantomatique. Je trouve que c'est dans toute l'Île-de-France l'un des lieux les plus propices à la rêverie. Bonjour Jean-François Saulnon. Bonjour. Avec vous, nous n'allons pas parler de Marly, nous allons parler des Marly, si je puis dire, de l'intimité des différents rois de France et de leur goût pour les arts notamment. Et vous, Franck Ferrand, dans l'intimité des rois dont vous nous parlez, avec votre invité Jean-François Saulnon, historien, auteur du Goût des rois, l'homme derrière le monarque aux éditions Perrin. Jean-François Saulnon, ce qui est assez étonnant avec Marly, c'est que ça va devenir peu à peu la résidence principale de Louis XIV. On l'a un peu oublié dans l'histoire, c'est tombé dans les oubliettes, mais c'est Stéphane Castelluccio qui a fait ces statistiques et qui s'est rendu compte que sur les 7 dernières années du règne de Louis XIV, il y passe plus de la moitié de son temps, en vérité. Oui, parce qu'on a une image un peu figée de Louis XIV. On voit toujours Louis XIV presque dans le costume d'apparat et du sacre qui a été peint par Rigaud. Oui. On le
on l'imagine toujours dans la grande galerie qu'on appelait à l'époque la grande galerie, qui est la grille des glaces aujourd'hui. Et c'est toujours un Louis XIV majestueux qui s'est imposé à nous via les manuels d'histoire, bien entendu. Évidemment. Or, il y a un homme derrière ce souverain. Et même si c'est quelqu'un qui réussit à mêler sa vie publique et sa vie privée, il n'en reste pas moins que c'est un homme comme tout le monde, si j'ose dire, et qui aime aussi se reposer. Et avec l'âge, puisque comme chacun le sait, il est mort très âgé, il aime à se retirer de Versailles et à fréquenter davantage Marly pour être au milieu de ceux qu'il aime, et dans un cadre qui, comme vous l'avez montré, est un cadre enchanteur. Et qui est déjà très 18e siècle, si je puis dire. Hein, qui fait penser aux résidences. Ça annonce, voilà, oui, ouais. la période de la Régence, mais non pas une Régence parisienne, une Régence Campagnarde, royale voilà, encore, oui, c'est ça. hein, où le décor est encore un décor plus élaboré que ce que les financiers ou les traitants feront de Paris au XVIIIe siècle. Mais surtout, c'est l'occasion pour le roi de satisfaire un goût qu'il a pour le plein air. Car il faut bien comprendre que les gens de cette époque-là aiment à être en plein air, aiment à être à la campagne. Donc Marly lui en offre l'occasion. Ensuite, c'est un endroit où les codes traditionnels de la hiérarchie sont, sinon évacués, du moins estompés, ce qui rend les choses tout de même un petit peu plus faciles. Et puis, il y a aussi une chose qu'il ne faut jamais oublier avec la cour de Louis XIV et les contraintes de l'étiquette, c'est que honorer ceux qui vont faire partie de ses amis ou ceux qui veulent vraiment être aux ordres du roi, les honorer en les invitant à Marly, ça ne coûte pas un sou. Et voilà, ça c'est pratique. Et ça, je crois qu'il faudra toujours méditer ce genre de finalité de la cour de France dans ses différents aspects. On pourrait presque dire que ça c'est la finalité de la royauté en général. Quand la reine d'Angleterre reçoit des gens à une garden party, ça fait beaucoup d'effets et ça coûte pas très cher. Ça coûte pas cher, et là ça coûte pas cher du tout. Par conséquent, Louis XIV a su, dans les périodes de difficultés financières qu'on lui connaît, eh bien pouvoir fidéliser une population qui est une population de la noblesse, grâce à ces petits riens, comme disait Saint-Simon, ces petits riens qu'il a inventés, et quand ils sont un peu épuisés, on en invente d'autres. Il avait l'art de donner l'être à des riens, voilà, disait-il. Il faisait naître en quelque sorte comme ça des espèces de vanités, d'une certaine manière. C'est Audrey qui par Twitter nous demande si l'on possède des tableaux qui nous donnent une idée de la vie du roi à Marly. Il y a très peu de choses, par définition. On a des tableaux qui représentent Marly, c'est-à-dire oui, le vallon, oui, les pavillons, le pavillon octogonal, les jardins et les bassins. Ce sont des tableaux de Martin, généralement. Mais pour la vie elle-même, personnellement, je n'en connais pas. Non, il n'y a rien par définition. On était dans le domaine privé, donc on ne faisait pas de représentation. C'est comme si aujourd'hui on interdisait les photographes, d'une certaine manière. Je vous renvoie quand même, cher Audrey, à l'ouvrage de Stéphane Castelluccio chez Gourcuff Gradenigo, et qui s'appelle Marly, tout simplement, avec de très belles illustrations. Alors, au-delà de Marly, nous allons essayer d'appréhender un peu, dans un premier temps, cette vie privée de Louis XIV. C'est très intéressant ce que vous avez fait là, Jean-François Saulnon. C'est une très belle idée. D'abord, il n'y a pas un Louis XIV, si je puis dire. Il y en a plusieurs. Et je pense qu'il faut clairement distinguer le Louis XIV, danseur, coureur de la jeunesse, du vieux monsieur qui préférait les bâtiments et les jardins. Oui, bien comme tout un chacun, Louis XIV a vieilli et par conséquent ses passions de jeunesse se sont un peu émoussées, mais c'est également un Louis XIV public, comme on le disait, un Louis XIV privé, un Louis XIV qui est à la fois, et c'est ça qui est fascinant, à la fois un souverain, par conséquent il règne, il gouverne, il préside le Conseil des ministres, il reçoit des ministres, il reçoit des ambassadeurs, il va commander ses armées à travers ses différentes guerres. Et en même temps, c'est un homme qui est passionné par la musique, passionné par la danse, passionné par le théâtre. Et très mélomane, en vérité. Ah oui, c'est quelqu'un de complet. Et je crois que dans l'échantillon que j'ai donné dans ce livre, de François Ier jusqu'à Napoléon III, c'est incontestablement Louis XIV qui est au top niveau de la curiosité et du goût dans le domaine des arts et des lettres. S'il n'a pas le vrai goût.
un véritable goût. S'il ne connaît pas encore le goût des sciences, c'est parce qu'au XVIIe siècle, les sciences sont encore en état de gestation. Ses successeurs épouseront ce goût pour les sciences. Louis XV notamment. Notamment Louis XV et Louis tout à l'heure. XVI. Oui, bien sûr. On va faire tous les Louis si vous le voulez. Volontiers. D'ailleurs, on n'a pas parlé du père de Louis XIV, mais il faut dire à quel point Louis XIII a passé alors lui une part essentielle de sa vie dans l'intimité, dans la privauté, dans le secret des appartements fermés. Oui, parce que Louis XIII est quelqu'un qui n'aime pas le faste, qui tient à peine la cour. La cour est entre les mains de son épouse, Anne d'Autriche. La cour est également dominée par la personnalité écrasante du cardinal de Richelieu, qui est un amateur d'architecture, qui est un amateur de faste. Louis XIII est un homme plus ombrageux, plutôt timide, nostalgique, un peu neurasthénique d'ailleurs. Et cet homme est heureux lorsqu'il se livre à des activités manuelles. Il n'y a pas que Louis XVI et la serrurerie, n'est-ce pas ? Il y a aussi d'autres souverains qui aiment ces activités manuelles. Et surtout, ce que l'on sait guère, c'est que cet homme qui se plaît au milieu des soldats dans les nombreuses guerres qui d'ailleurs émaillent son règne, qui se plaît dans l'atmosphère des bivouacs, est un homme extrêmement raffiné, qui est capable non seulement d'être musicien, d'être mélomane, mais d'être compositeur. Alors savoir que Louis XIII... On a des morceaux de la main de Louis XIII. Et des ballets notamment, puisque quand on organise à la cour des ballets dits de cour, Louis XIII a composé les airs, a choisi les danseurs, a réglé les pas, parce que ce sont des danses qui sont extraordinairement sophistiquées. Et entre autres, il y a un ballet qui réunit deux passions du roi. C'est le ballet dit de la merlaison, c'est-à-dire de la chasse aux merles, qui réunit à la fois le plaisir de la chasse chez Louis XIII et aussi le plaisir du ballet. Ce que j'ai découvert, et ça c'est vous qui me l'apprenez, Jean-François Saulnon, c'est que Louis XIII était même peintre. Il a peint toute sa vie. Bien sûr, il a dessiné quand il était enfant, comme j'allais dire tout un chacun. Mais ce goût pour le dessin et pour la peinture, il l'a cultivé. Il a eu comme maître Simon Vouet, qui est un des grands peintres français du XVIIe siècle. Dès le retour de Vouet d'Italie en France, Vouet lui tient en quelque sorte la main. Et il a même réalisé quelques tableaux. Et c'est quelqu'un qui a un goût très sûr dans le domaine de la peinture, puisqu'il est un fervent adepte de Philippe de Champaigne, qui a vraiment joué un rôle considérable à la cour de France. C'est lui également qui a rappelé Nicolas Poussin de Rome. Poussin est rentré à Paris chargé de décoration. Malheureusement, les choses ne sont pas faites exactement comme cela. Et Nicolas Poussin est retourné à Rome, où il va d'ailleurs mourir. Mais c'est vraiment Louis XIII, quelqu'un qui a l'habileté, enfin non pas l'habileté, mais le goût pour chasser tous les tableaux qui décoraient sa chambre à coucher et les remplacer par l'un d'entre eux, un tableau de Georges Latour, excusez du peu, qui représentait Sainte-Irène. C'est assez fascinant d'imaginer ça. C'est pas l'image qu'on se fait généralement. Non, bien sûr, loin de là même. On l'imagine certes comme quelqu'un de très raffiné, mais pas comme un artiste. Or, il avait cette dimension-là, nous dites-vous, ça c'est assez... C'est ce qu'il a transmis à son fils. Évidemment. Et la mère aussi, enfin l'épouse de Louis XIII, Anne d'Autriche, va compter pour beaucoup dans l'éducation artistique de Louis XIV, ainsi que Mazarin. Oui, parce que Louis XIV n'a peut-être pas une formation, disons, intellectuelle, comme nous dirions aujourd'hui. D'ailleurs, il s'en est plaint lui-même, même presque jusqu'à la fin de sa vie. Il ne se sentait pas à la hauteur de quelques doctes, de quelques savants de son temps. Et Louis XIV, qui nous paraît toujours être un souverain particulièrement orgueilleux, n'hésite pas à dire ses lacunes. En revanche, sur le plan artistique, pictural, architectural et musical, alors là, le rôle d'Anne d'Autriche, le rôle de Mazarin, le rôle même de Nicolas Fouquet, ce que réussit à faire Louis XIV, cet homme qui a par ailleurs une excellente mémoire, c'est une éponge. Il prend tout ce qui l'entoure et il y a une sorte de formation continue. Il y a cette trop célèbre phrase de Saint-Simon qui dit « né avec un esprit au-dessous du médiocre », etc. pour dire qu'en fait Louis XIV de lui-même n'avait aucune qualité, mais qu'il les a prises copiées sur les autres. Ça paraît un peu sévère, ça peut-être. C'est sévère. Ce qui est vrai dans la phrase de Saint-Simon, c'est en effet qu'il a réussi cette formation continue, mais la première partie de la phrase, un esprit au-dessous du médiocre, ça on reconnaît bien la plume plongée dans le vitriol de Saint-Simon, parce qu'en entendant ces phrases qu'il prononçait pour Marly tout à l'heure, on se dit, si Louis XIV avait écouté Saint-Simon, ça aurait été difficile d'ailleurs, parce que
Saint-Simon est né tardivement par rapport au roi. Il n'aurait jamais construit Versailles, ni Trianon, ni Marly. Il y a une première différence très forte entre Louis XIII et son fils Louis XIV, c'est que Louis XIII n'est pas un grand bâtisseur, alors que Louis XIV va avoir la passion des bâtiments. La preuve que ce n'est pas un bâtisseur, c'est qu'il construit un tout petit château dit de cartes, dans un lieu impossible qui s'appelle Versailles, où il aime à se retrouver plutôt c'est juste un relais de chasse. C'est rien du tout, dont aucun gentilhomme ne voudrait prendre vanité, nous disait-on dans les textes de l'époque. Et ça, eh bien, Louis XIV va avoir le coup de foudre, et contre les avis de tous, en premier lieu de son ministre des Finances, Colbert, il va mettre l'accent sur ce Versailles qui va transformer pour donner ce que nous connaissons aujourd'hui encore. Oui, car à la mort de Louis XIV en 1715, l'essentiel du Versailles que nous connaissons existe, il ne faut pas l'oublier. Oui, il manque encore des petites choses, si je peux me permettre de dire des petites choses, que Louis XV, qui sait terminer les travaux d'ailleurs de son arrière-grand-père, va faire. Louis XIV visite lui-même, et c'est une de ses principales distractions, les chantiers qu'il lance. On a l'anecdote terrible de la croisée de Louvois, qui, paraît-il, aurait déclenché l'incendie du Palatinat. C'est encore Saint-Simon qui nous le dit abusivement, il faut bien l'admettre. Mais c'est vrai que on peut imaginer un roi... Il faut raconter en 2 mots. On peut imaginer un souverain qui va faire construire de très nombreux bâtiments. Donc il va exercer une sorte de mécénat architectural, mais sans pour autant il ait une passion pour l'architecture. À quoi reconnaît-on véritablement un passionné d'architecture ? À quelqu'un qui va fréquenter les chantiers, qui sera capable de lire un plan ou une élévation d'un bâtiment, et qui va peut-être avoir aussi un coup d'œil. Et le fameux coup d'œil Louis XIV, cette fameuse histoire d'une fenêtre à Trianon, qui ne lui semblait pas tout à fait droite. Alors il veut se renseigner, il demande à ce qu'on aille voir, les domestiques reviennent sans trop prononcer, parce qu'il a à côté de lui le marquis de Louvois, qui est surintendant des bâtiments à l'époque, et qui assure en effet que cette fenêtre est tout à fait normale. Alors Louis XIV reste perplexe et il envoie André Le Nôtre, qui n'est pas forcément le premier des amis de Mansart et de Louvois. Alors Le Nôtre va voir et on mesure. Et il s'avère que Louis XIV avait raison. Alors Louvois s'estime absolument perdu, et Saint-Simon, qui en rajoute toujours un peu, imagine que Louvois s'est dit « il faut que je trouve un moyen pour recouvrer la confiance du roi, je vais donc lui inventer une guerre, la guerre de la Ligue d'Augsbourg. » Vous pensez bien que la guerre de la Ligue d'Augsbourg ne s'est pas déroulée de cette manière, et ses causes sont beaucoup plus compliquées. Mais c'est un signe, si vous voulez, qui montre non seulement que Louvois tenait toujours à être dans le crédit du roi, mais ça montre aussi que Louis XIV a le coup d'œil. Et il sait reconnaître... Le fameux œil infaillible. Mais oui, c'est l'œil du maître, comme disait Monsieur de La Fontaine. Et c'est à Le Nôtre qu'il demande d'aller vérifier les dimensions de la croisée. Le Nôtre qui sera, somme toute, peut-être, je disais tout à l'heure qu'il n'a pas eu d'amis, peut-être son seul ami. Il en a eu quelques-uns, si tant est qu'on puisse être ami de Louis XIV. Il y en a quelques-uns. Jules Hardouin-Mansart en est un. Racine, vous l'avez mentionné, en est un autre. André Le Nôtre, oui, surtout qu'à la fin de sa vie, ce bon Le Nôtre, qui est un collectionneur émérite, a réussi à offrir, à faire un cadeau à Louis XIV. Alors ça paraît normal aujourd'hui, mais à l'époque c'était impensable, parce que l'écart social est tel qu'on ne peut pas imaginer que celui qui est en dessous puisse offrir quelque chose à celui qui est au-dessus de la hiérarchie sociale. Et Louis XIV va accepter le superbe cadeau de Le Nôtre, c'est-à-dire des toiles, des sculptures, des œuvres d'art, une véritable collection. Avec notamment des Claude Gelée, des peintures de Lorrain, oui. Enfin extraordinaire. Bon, Louis XIV pouvait aussi être un homme intime et privé. On nous le décrit toujours prévenant avec les femmes de chambre. On nous le décrit avec les poches pleines de biscuits pour les chiennes qui le suivaient partout, etc. Il a aussi eu un cœur, cet homme-là, et c'était un cœur qui battait. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, nous sommes avec vous, Franck Ferrand, cet après-midi dans l'intimité des rois, dont vous nous parlez avec votre invité Jean-François Solnon, historien, auteur du Goût des rois, l'homme derrière le monarque aux éditions Perrin. Et nous avons beaucoup de réactions de nos auditeurs. Oui, alors des réactions diverses. Je vais vous poser une question d'ailleurs dans un instant, Jean-François Solnon. Plusieurs réactions pour me dire que Samuel Bernard, le grand banquier, ce financier qui avait été invité à Marly par Louis XIV, n'était pas juif, me dit-on, mais protestant converti. Oui, j'aurais dû dire d'origine juive, ça aurait été plus
ça aurait été plus juste, en effet. Et c'est Laurence qui, via Facebook, nous pose cette question. Elle dit « J'ai toujours entendu dire que Louis XIV recevait jusque sur sa chaise percée. Est-ce que c'était vrai ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là dans l'intimité, Jean-François Saulnon ?» C'est ce qu'on lit souvent. Je suis beaucoup moins sûr maintenant de la véracité de cette situation, car on sait que entre le grand appartement et l'appartement intérieur à Versailles, il y avait une garde-robe. Vous savez, ce mot garde-robe désigne beaucoup de choses à l'époque. Ça peut être un endroit, en effet, où on garde des vêtements. Ça peut être un endroit comme un petit bureau, en quelque sorte, comme nous dirions aujourd'hui. J'allais dire un petit cabinet, où l'on peut écrire. Et puis, c'est aussi l'endroit où la chaise percée se trouvait. Or, nous savons par des textes que Louis XIV s'y rendait généralement le soir, et que ses intimes, ça peut être un ministre d'ailleurs, attendaient dans le couloir voisin. Donc je crois qu'il faut être plus modéré dans l'interprétation de ce phénomène-là. Bien sûr, il n'y avait pas ce souci de la décence qu'on a obtenu au 19e et au 20e siècle. C'est évident, il y a plus de liberté, mais il ne faut pas l'ériger en système. Alors évidemment, c'est très passionnant de parler des goûts, des passions de Louis XIV et de son intimité, parce qu'on est dans une période où l'intimité est encore très balbutiante. Sous Louis XV, c'est l'inverse. On entre au siècle de l'intimité et l'on va avoir un roi, Louis XV, dont nous parlions il y a peu de temps à ce micro, qui lui a vraiment beaucoup protégé et défendu son intimité. Oui, on a dit même qu'il avait séparé Louis de Bourbon du roi de France, c'est-à-dire il distingue, peut-être trop d'ailleurs, les deux aspects de sa personnalité. C'est un homme qui est très difficile à comprendre, qui parle peu, qui a laissé peu de correspondance, et c'est quelqu'un que ses amis, même ses tout proches, ceux qui participent au petit souper dans les cabinets intérieurs au 2e ou au 3e étage de Versailles, prétendent être un homme extrêmement secret. Alors la difficulté, c'est évidemment de saisir cette intimité. Il faut s'approcher des gens qui l'ont véritablement connu. Or, à la différence de Louis XIV, les nobles qui l'approchent, dans lesquels il a confiance, nous révèlent le véritable Louis XV. Et Louis XV, qui est agoraphobique, qui est volontiers timide, qui encore une fois est plutôt un taiseux, là se révèle au milieu de ses amis comme un homme absolument charmant, parlant beaucoup, parlant bien, et aimant à fréquenter, non pas tellement même Trianon ou Marly, légués par son prédécesseur, mais toute une série de petits châteaux qui sont disposés dans l'Île-de-France, qui malheureusement n'existent plus aujourd'hui, Choisy, La Meute, Bellevue et autres. Et là, il se comporte comme un gentilhomme français, entouré des êtres chers et se livrant là aussi à des activités manuelles. On sait que ce sont des personnages qui aiment travailler de leurs mains. Ce qu'on appelle un tour, c'est-à-dire qu'il fabrique des objets en ivoire. Voilà, il peut tourner l'ivoire, il peut tourner le bois, il peut tourner l'argent. Et puis, il aime à faire... Il aime beaucoup l'histoire, il faut le dire à nos auditeurs. Ah oui, bien sûr. Il a une collection de livres d'histoire incroyable, et notamment des objets historiques. Voilà, le poignard de Ravaillac, toutes sortes de choses. Il adore collectionner ce genre de choses. Parce qu'évidemment, on se dit toujours, quand un souverain a une bibliothèque, est-ce que ça en fait un lecteur ? Alors, c'est pas obligatoire. Tandis que chez Louis XV, chaque fois qu'il change d'appartement dans les appartements intérieurs, donc dans les étages de Versailles, où il fait transporter sa salle à manger, sa salle de bain, voilà, on peut répondre encore à une question sur l'hygiène à Versailles, et également ses bibliothèques. Il fait suivre les livres. Voilà, et les livres sont partout, et dans ces petits châteaux de l'Île-de-France, il y a également des livres, et il aime lire. Dans Le Goût des rois, vous écrivez « Non seulement ces années de formation ont orienté Louis XV vers les sciences, mais elles ont enraciné ce goût sa vie durant. En homme de son temps, le monarque possède un cabinet de physique dans ses petits châteaux de la Meute et de Choisy, comme Voltaire à Cirey, et confie la gestion de son cabinet d'histoire naturelle, ancêtre de notre muséum, à Buffon, alors jeune académicien qui n'a cessé de l'enrichir. Un goût pour la science, pour la connaissance, même si les lumières de Louis XV ne vont pas jusqu'à épouser les idées philosophiques. Non. Parce que c'est quelqu'un qui est très intimidé par les beaux esprits de l'époque.
Et l'exemple qu'on peut citer, qui est le plus parlant, je crois, ce sont ses contacts avec Voltaire. Voltaire a été un homme de cour. On oublie ça très souvent. Ça a été un homme de cour qui a été gentilhomme ordinaire de la chambre du roi et qui a travaillé pour le roi. On jouait les tragédies de Voltaire dans les petits appartements. Mais Voltaire est un homme d'esprit qui raisonne très vite, qui a compris avant même que vous n'ayez terminé votre phrase ce que vous voulez dire. Et Louis XV, ça le bloque en quelque sorte. Et Voltaire se permet quelques privautés qui n'avaient pas lieu à la cour de France. Qui étaient tout à fait choquantes. Oui. Lorsqu'il a fait représenter en 1745 le Temple de la Gloire, qui est une pièce pour fêter la bataille et la victoire française de Fontenoy, le roi traverse la galerie, Voltaire fait partie des courtisans et contrairement à tous les usages, on ne doit jamais parler au roi le premier, il s'avance et croit faire un mot d'esprit en disant « Trajan est-il content ?» Et le roi est silencieux, sidéré par cette privauté et tout est là. Et d'ailleurs, lorsque Louis XV va apprendre le comportement de Voltaire auprès de Frédéric II de Prusse, avec toutes les histoires entraînées d'ailleurs par son départ, il doit se dire « j'ai eu raison de ne pas accorder trop d'importance à Voltaire ». Et c'est vrai qu'il ne sait pas faire cela. Et ça, c'est incontestablement un point négatif d'ailleurs pour Louis XV, contrairement à Madame de Pompadour qui lui avait dit « mais vous savez, si vous protégez les gens de lettres, vous réussirez à faire de votre règne un grand règne comme celui de Louis XIV. » Elle aurait aimé, elle, évidemment. Il y a un aspect sur lequel vous ne vous attardez pas, c'est celui de la chasse, qui a été le grand passe-temps de tous les rois de France, et notamment des Bourbons, hein, de Louis XIV, n'en parlons pas, Louis XV, bien entendu, qui ne pouvait pas passer une journée sans chasser, Louis XVI aussi. Qui chasse un jour sur deux, ce qui est beaucoup. Et la chasse est éprouvant physiquement. Et d'ailleurs, Louis XVI rentre de la chasse un petit peu titubant de fatigue, et c'est pour cette raison que les pamphlets l'ont accusé de consommer un peu trop d'alcool. Alors les Français n'aiment pas tellement finalement qu'on parle de la privauté, de l'intimité du roi. Ils n'aimaient pas que Louis XV fasse lui-même sa cuisine, par exemple. Ils ne vont pas aimer que Louis XVI passe du temps à des travaux de serrurerie. Ça lui sera beaucoup reproché à la Révolution. Pour quelle serrurerie ? En réalité, c'est pas une serrure ordinaire, ce sont des serrures à secret. Donc c'est plutôt un mécanicien d'art qu'un simple artisan serrurier. Et on peut comprendre que ces hommes qui ont les responsabilités qu'on connaît aient à la fois envie d'être en plein air, et la chasse répond à ce plaisir, mais également de travailler de leurs mains ce qu'ils savent faire et quelquefois très bien. Alors il n'y a pas que les Louis dans votre ouvrage, bien entendu. Vous parlez de François Ier, d'Henri III, d'Henri IV. Vous parlez, après la Révolution, des Napoléon, Napoléon Ier, Napoléon III, de Louis-Philippe aussi, et c'est un chapitre d'ailleurs passionnant. Ça s'appelle « Le goût des rois ». L'homme derrière le monarque de Jean-François Saulnon, et c'est édité chez Perrin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Dorian. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il aimerait en savoir plus sur les origines des cartes à jouer. Eh bien, moi aussi, figurez-vous, parce que ça n'est pas très certain, tout ça. Il y a une origine chinoise, attestée au 7e siècle. On appelait là-bas ça le jeu de la feuille, qui s'est répandu d'ailleurs plutôt en Inde. Alors, en Chine, on travaillait avec de fines bandes de papier qui étaient décorées en noir. Donc, on est quand même assez loin de nos jeux de cartes actuels, évidemment. En Inde, les cartes sont plutôt rondes, très richement décorées. Ça fait déjà, comme elles sont décorées de dieux, ça fait déjà un peu plus penser à nos cartes à nous. Et puis, il y a cette origine égyptienne, mais quand je dis égyptienne, c'est égyptienne moderne. On est au 12e, 13e siècle, et là, on trouve des jeux qui sont vraiment très proches du jeu que nous connaissons chez les Mamelouks. Un jeu qui se compose en Égypte, donc dans l'Égypte arabe, qui se compose de 52 cartes et qui comprend déjà 4 séries. Bâton, de polo, pièces, épée et coupe, ce qui d'ailleurs va directement être repris par le tarot, vous savez, et notamment en tarologie, on parle de la série des bâtons, de la série des épées, des coupes, des deniers, etc. bien entendu. Et 3 figures, le roi, le vice-roi, le second. Vous voyez quand même qu'on s'approche vraiment beaucoup de notre jeu de cartes occidental tel que nous le connaissons, bien entendu. Ce jeu, il arrive en Europe dans la foulée.
au XIVe siècle. Il est introduit via l'Italie, comme d'habitude. C'est d'ailleurs en Italie, en Espagne qu'on jouera principalement aux cartes au XVe, au XVIe siècle. La France y vient petit à petit. On dit que c'est Valentine Visconti qui avait apporté ces tarots à la cour de France et que son beau-frère, le roi Charles VI, celui qui va devenir fou, vous savez, son beau-frère était très féru de ces jeux de cartes. L'Église prend peur devant le succès des jeux de cartes et elle en interdit l'usage jusqu'au XVIIe siècle. On va bien se rattraper après. Je parlais de Marly tout à l'heure. On jouera énormément au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors, c'est cette carte française qui va peu à peu s'imposer, se répandre un peu partout dans le monde pour une raison essentielle, c'est qu'elle est très facile à fabriquer, à reproduire avec ses couleurs noires et rouges. Vous savez, ça c'est une petite anecdote, qu'au moment de la Révolution, on parle plus de roi, de dame et de valet, évidemment. Donc on parle de génie à la place du roi, de liberté et d'égalité. Alors vous aviez des brelans de liberté ou des carrés d'égalité, ça devait quand même être assez étonnant. Quant au Joker, qu'est-ce qu'il invente d'après vous ? Les Américains, bien entendu.